Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons aujourd'hui parler de ton aventure lettriste. Et comme nous enregistrons tout début octobre, quelques semaines après la mort d'Isidore Isou, j'aimerais peut-être que nous commencions tout bêtement par le récit de ta rencontre avec Isou. C'est une histoire un peu rocambolesque. J'arrivais de ma province natale, la ville d'Angers. Je venais de terminer les Beaux-Arts donc, à Angers, et moi je venais à la conquête de Paris parce que mes modèles, c'était les peintres de la Ruche, Modigliani, Soutine, etc. Et voilà, je me suis retrouvé à Paris, évidemment, dans une chambre de bonne et pas du tout artiste au début. Ce qui m'a permis d'ailleurs de découvrir l'opéra, mais c'est une autre histoire. Et dans ma petite chambre, je dessinais tout le temps, en général dans mon lit, parce que j'avais pas d'autre place, quoi. Et je me suis mis à écrire une pièce de théâtre qui s'appelait Lachaud ou Lachaud. Alors, H-O ou Lachaud ou Lachaud, quoi. Bon. Avec des jeux de mots, c'est donc H-O, oui, c'était des jeux de mots. Le produit qu'on utilise pour mettre sur les livres. C'était une référence à L-H-O-Q de Marcel Duchamp, la Joconde à moustache, quoi. Et ce qui est assez amusant, c'est que ça rappelle certaines pièces qu'écrivait à peu près, probablement à la même époque, Robert Filiou. Oui, Poi. Oui, ben voilà. Et donc, bon, puis je commençais à aimer pas mal les jeux avec les mots et tout. Bon, t'écris une pièce, alors évidemment j'avais fait un grand dessin, le décor, voilà, que j'ai encore et que j'ai mis dans le DVD. Et puis c'était une histoire de sens interdit et tout. Et puis bon, c'était l'époque aussi où fleurissait Ionesco. Et moi ça m'avait attiré incroyablement. Donc c'est l'époque où il avait fait les chaises, enfin le tout, et tous ces jeux avec les mots. Mais donc ma pièce était écrite sur une machine Japy du début du siècle, et je pense que ça faisait, le texte faisait à peu près 1,5, 21, 29,7, quoi, enfin en gros, quoi. Et puis par contre des grands dessins. Et puis j'avais remarqué que Jean-Louis Barrault, à l'époque, qui dirigeait le théâtre de l'Odéon, habitait à côté de chez moi, j'habitais le 16e. Et il habitait le 16e. Ah non, ça se passe en 62-63. Oui, puisque je ne suis pas rentré. Oui, absolument. 62-63. Et un jour, je prends ma pièce sous le bras et je l'attends à la sortie de son immeuble. Ce monsieur Barrault, qui bougeait beaucoup à l'époque, me dit très très gentiment, ah bon, très bien, venez me voir à l'Odéon. Et je prends un rendez-vous à l'Odéon, j'ai le rendez-vous, il me reçoit dans son bureau, il avait oublié, hein, bien entendu, mais il me reçoit quand même, voilà, parce que bon, il a fait toute époque avec Prévert et tout, donc voilà. Et je me rappellerai toujours, il y avait Jean de Sailly dans son bureau à l'époque, il montait quelque chose avec sa mèche comme ça, qui était un peu agacé que Jean-Louis Ballon. Alors en 2 minutes, il regarde, il jette un coup d'œil, il dit ah voilà, mais voilà, le dessin est vraiment très très bien, quoi. La pièce, bon, je ne sais pas quoi vous dire, mais ce que je suis sûr, c'est aller rencontrer Isidore Isou. Au revoir, monsieur, allez voir ma secrétaire, vous donne le téléphone, l'adresse et tout. Bien, alors moi j'étais un peu ému hein, quand même, parce que bon, j'étais tout gamin, voilà. Et je dis, voilà madame, Jean-Louis Barrault m'a dit de me donner l'adresse de Isidore Isou. Et figure-toi que je pensais que c'était une femme, Isidore Isou. Bien, c'est la honte de ma vie, quoi. Elle me donne sur un petit papier un numéro de téléphone, une adresse, et je vois Isidore Isou. Je ne connaissais rien, hein. Je débarquais à Paris, je ne connaissais rien à rien. Bien. Donc déjà ça commençait par un jeu avec les mots, et là je suis allé voir Isidore Isou qui habitait à côté de Saint-Germain-des-Prés. Oui, au Stade André des Arts, dans l'hôtel d'ailleurs dans lequel il est mort. Oui, dans un appartement jamais terminé. Non, c'était un hôtel à l'époque. À l'époque, il était en train de faire les murs puisque j'en ai fait une partie. Et il me reçoit et d'emblée il me dit oh, vous devez faire de la peinture néofasciste. Voilà le personnage.
Donc j'étais un peu interloqué, et il me dit, mais il faut rencontrer le groupe. Alors je vais, alors pour moi c'était extrêmement romantique, au premier étage ou dans le fond d'un café, tu connais bien d'ailleurs. C'était place Saint-Michel à la Boule d'Or, je crois. La Boule d'Or. Boule d'Or, place Saint-Michel. Exactement, au fond, et là il y avait... Café qui a disparu, remplacé aujourd'hui, je crois, par Joseph Gibert ou par un libraire, comme ça. Et là il y avait tout le groupe Lettriste, dont toi d'ailleurs. Mais le groupe Lettriste c'était 8-10 personnes à l'époque. Et une dizaine de personnes, Sabatier, le cher Roberto Altman, que j'ai connu là aussi. Et voilà, donc je me suis retrouvé dans un groupe d'avant-garde qui faisait des expositions partout, qui avait des doctrines, voire des dogmes d'ailleurs, et tout, et c'était une très très belle émulation, je découvrais. Et puis au fil du temps, je me suis mis à aller à plusieurs réunions, et comme on faisait tous à l'époque, parce qu'il y avait vraiment une émulation, participe à une première exposition. Oui, très vite. Ça, c'est une des caractéristiques de ce groupe, c'est qu'on était à peine entré, que s'il y avait la moindre activité collective, une exposition, un spectacle, on y était associé. Tu n'avais pas d'examen de passage, quoi. Et il y avait l'exposition, je me rappelle à l'époque, c'était à la rue Visconti, à la galerie 3+2, en face de la galerie Stadler, où j'ai exposé après. Et j'ai peint mes premières peintures hypergraphiques, donc Lettriste, à cette époque-là. Alors justement, tu dis je peins mes premières peintures hypergraphiques. Alors disons pour simplifier, des peintures basées autour de la lettre et du signe. Oui, voilà. C'était pas du tout ce que tu faisais auparavant. Non, moi j'étais dans une période où je peignais des chats. Parce que, enfin, c'était une chose bizarre, j'avais fait une exposition, enfin, dans une espèce de boutique d'antiquaire, mais moi j'étais extrêmement, à la sortie des Beaux-Arts, influencé par deux artistes, qui étaient un Paul Klee, ça me fascinait, et Jean Tinguely, qui venait en 1960, qui était au tout début au MoMA, et qui a fait exploser sa sculpture donc au MoMA. Et c'est des gens qui m'ont donné envie vraiment justement, de la peinture. Tinguely et la lettre et le signe, c'est assez éloigné. Par contre, Paul Klee, c'est très proche. Certaines très très proche du signe. Les tableaux de Paul Klee sont des tableaux basés sur le signe. Enfin, on en est très absolument. Proche. Et j'ai participé à cette première expo. Et comme tout le monde, je me suis mis à faire des films avec des roches trouvées dans la poubelle, mais j'ai même tourné des films à l'époque. Mais avant de parler des films, on y reviendra dans 2 secondes, j'aimerais qu'on continue un petit peu sur la peinture et sur cette peinture du signe et de la lettre qui t'est venue assez facilement, puisque tu étais un grand admirateur de Paul Klee. Qu'est-ce que pour le jeune peintre que tu étais, cela représentait parce qu'on n'était pas dans l'abstraction, on n'était pas non plus dans la figuration, on était dans une espèce d'entre-deux. Qu'est-ce que cela... mais c'était enthousiasmant parce que c'était une découverte. La lettre, le signe peut devenir un esthétique, quoi. Enfin, une esthétique, c'était... pour moi, c'était... enfin, je me réjouissais beaucoup de faire ça. Oui, non, justement, tu disais tout à l'heure, je peignais des chats. Oui, je peignais des chats. Au début des années 60, on est en plein dans l'abstraction lyrique, les galeries sont remplies de peintres abstraits, et tous ceux qui font de la peinture figurative passent pour un petit peu ringards ou démodés. Tout juste, on commence à voir émerger quelques peintres qui tentent de sortir de l'abstraction. Et alors justement, qu'est-ce qu'a représenté pour toi cette peinture des lettres et des signes? Mais la continuité de ce que tu as dit de Paul Klee. Moi j'étais... Paul Klee, je connaissais tout, j'avais lu ses journaux de voyage en Tunisie, j'avais lu ses livres théoriques qu'il avait fait au Bauhaus. C'était dans une continuité. Et tout d'un coup, il faut dire qu'il y a un truc aussi qui m'est arrivé dans ma vie, c'est que mes parents n'avaient pas l'idée que je fasse les beaux-arts à l'époque, et comme j'avais un goût pour la peinture, comme on dit, quoi, ils m'avaient mis apprenti peintre en lettres. Une catastrophe d'ailleurs pour la personne qui m'a employé, quoi. J'ai dû saccager des dizaines je me rappelle de renverser des pots de vernis sur des moquettes, enfin bon, des trucs affreux.
Mais donc tout ça a dû faire un... Puis quand même, il y avait beaucoup de discussions par rapport au surréalisme, par rapport à la littérature. On parlait beaucoup de Joyce dans ces réunions. Et puis on parlait de choses que je découvrais, de choses étranges, cinéma ciselant, plein de mots. Bon, et vraiment, je débarquais, quoi. Mais alors, tu as appliqué, parce que le lettrisme, le groupe lettrisme, ce qui était assez frappant, c'est qu'il y avait des expositions, la peinture était un des moyens de s'exprimer les plus commodes, les plus simples, parce que c'est plus facile à monter et puis éventuellement à vendre que les poèmes. Du coup, tous les lettristes étaient peintres. Mais tous n'avaient pas de métier de peintre. Ah oui, absolument. Toi, tu avais une pratique de la peinture, tu savais ce qu'était la peinture à l'huile, un petit peu, tu avais une formation aux Beaux-Arts. Et est-ce que ça n'a pas gêné de voir des gens qui n'étaient pas des professionnels, qui ne maîtrisaient aucune des techniques? Très franchement, je ne me rendais pas compte à l'époque. C'était pas du tout mon souci. Moi, je prenais vraiment mon pied dans cette espèce de... Enfin, il y avait une certaine liberté, plein de voies à explorer. Bon, évidemment, mon histoire de la peinture avec les lettristes, c'est pas très bien terminé, dans le sens que, quelques années après, il y a eu les lettristes étaient invités dans un grand salon parisien, et j'avais fait une telle recherche que j'ai exposé, je suis arrivé avec plein de toiles, qui étaient en fait des serviettes éponges bleues, je m'en souviens. Voilà, et j'ai été refusé par le groupe à cette époque-là. Parce que je considérais que chaque bouclette de la lettre était un signe. Mais alors justement, c'est assez amusant, parce que tu as été refusé, si j'ai bonne mémoire, c'est Roland Sabatier qui était le responsable de l'exposition qui t'avait refusé, et il t'avait refusé au nom de la peinture. Au nom de la peinture, des dogmes, enfin pas des dogmes, mais des théories lettristes, en disant là quand même, il ne faut pas exagérer. Alors qu'on rayait la pellicule et que je pouvais très bien considérer sur une surface absolument plane de faire que chaque boucle était un signe. D'ailleurs, à cette époque-là, je faisais du fil de fer torsadé. Oui, on reviendra au torsade. Bon. Mais là, ce qui est assez... À ma connaissance, tu es le seul membre du groupe lettriste à avoir été refusé dans une exposition. Alors je dis à ma connaissance, qui n'est loin d'être complète, mais les autres, même ceux qui faisaient des œuvres très quelconques, étaient acceptés, et toi tu as été refusé. C'était pas de la peinture, j'employais une sorte de ready-made en considérant que... Alors, est-ce que dans ton souvenir, c'est lié au dogme, à la doctrine, ou disons à l'image que Roland Sabatier et les lettristes se faisaient de ce qu'est la peinture, ou est-ce que c'était peut-être lié à des effets de groupe, au fait qu'on voulait te punir, je ne sais quoi? Moi je pense que c'est un mélange des deux, c'est une question de personne, et ensuite par rapport aux théories, parce que dans le groupe lettriste, tu avais quand même, tu avais Isou qui faisait toute la théorie et qui prêchait, donc tu avais Maurice Lemaître à côté, qui à sa manière prêchait aussi. C'était quand même les figures de pointe du groupe lettriste. Et tu avais les bons élèves qui devenaient plus royalistes que le roi. Et à mon avis, c'est ce qui a refoulé, parce que je pense qu'il n'y avait aucun problème. La preuve, j'ai fait des expositions après avec Roberto Hartmann à la Galerie Stadler, encore lettriste à l'époque, où Roberto peignait ses tortillons, ses torsades, considérées comme signes, et qui faisait des surfaces extrêmement planes. J'ai dû être influencé par lui d'ailleurs dans cette époque-là, ça m'étonnait. Moi je tordais du fil de fer et je faisais des espèces d'énormes phallus en fil de fer torsadé, comprenant que chaque torsade était un signe et que le tout était une écriture. Donc il y a eu ce phénomène-là, ce qui a été un peu, il n'y a pas que ça, la fin de mon histoire avec les lettristes, avec le groupe. On parlera tout à l'heure de la fin du groupe, donc nous avons parlé, dit un mot de la peinture. Est-ce que
toujours sur la peinture, et puis on parlera ensuite des autres expressions artistiques. Oui. Est-ce que tu as une idée du volume d'œuvres, du nombre d'œuvres que tu as pu produire dans le registre de la peinture, de la gravure, parce que tu as fait de la gravure aussi, je crois, du dessin? Oui, non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. De ceux qui me restent, ou qui sont chez des amis, il n'y a pas plus d'une dizaine de choses, une quinzaine. Donc c'est très très peu en fait. Très peu. Très peu. Très peu. Non mais attends, on avait une suractivité. Dans le domaine de la poésie, bon, moi mon expérience a été extrêmement rapide, je peux la raconter rapidement. Mais justement, raconte-la, parce que c'était à l'origine tout de même un groupe poétique. Oui, donc je pouvais être poète. Ce qui n'était pas du tout... Mais tu l'as été, je crois. Une fois. Oui. Avec une œuvre, tu te souviens? Je vais raconter, c'est une œuvre qui s'appelait Éveil de chien. Alors les lettrices faisaient plein, les salles étaient pleines. Hein. Je me rappelle, c'était à l'Alliance française, une soirée lettrice, et pour la première fois de la vie, j'ai lu mon poème, Éveil de chien, c'est-à-dire j'aboyais sur la scène. Quoi. Et je tremblais comme une feuille, j'avais écrit vraiment tous les phonèmes et tout, et le couplet, si tu veux, c'était j'aboie, j'aboie. Et dans la salle, il y en a un qui a dit coucher mes dors. Et ça s'est arrêté là, pour moi, la poésie s'est arrêtée. Je l'ai jamais retrouvé d'ailleurs. Tu te souviens un petit peu à quoi ça ressemblait? Non plus très bien, mais j'en ai trouvé un autre parce que j'étais écrit un deuxième, que je dois avoir dans mes tiroirs. Mais voilà, oui, donc c'était surtout... Ce serait bien si tu pouvais nous donner une illustration de ce qu'était... Non, je n'ai aucune idée, non. Donc, mais ce que je peux faire, c'est le rechercher. Parce qu'il faut une condition. Mais peut-être un jour, oui. Non, pour illustrer, parce que ça reste un petit peu abstrait comme ça. C'était des poèmes phonétiques, c'était de la poésie sonore, ça se passait sur scène, comme tu l'as dit, face à un public qui était pas très sérieux. Complaisant et à la fois hostile, quoi. Oui, qui venait rigoler un petit peu. Plutôt oui. Plutôt oui. On a quand même pris des tomates aussi à l'époque, des choses comme ça, mais c'était encore la vieille tradition de l'avant-garde. Oui, il y avait une dimension à la fois sérieuse, c'était l'avant-garde, on allait voir un spectacle d'avant-garde, et en même temps, on venait aussi chahuter. Il y avait les deux qui se... Ce qui était étonnant, c'est que les salles étaient pleines. Est-ce que tu avais participé au spectacle qui avait été organisé à Nanterre? Oui, à Nanterre, c'est ton invitation. Voilà, tout à fait, oui. Et là, j'ai fait la même chose, mais tu ne m'as rien dit. Je n'ai pas été refusé. Exactement le même geste qu'au salon où j'ai été refusé par les lettristes avec mes serviettes éponges. J'avais fait un poème, je me souviens, avec une assiette et une fourchette. C'est épouvantable. Mais de toute façon, ça avait été un joyeux bordel, non? Oui, là, c'était un souvenir. Les situationnistes étaient là. Ça hurlait de partout. C'était extrêmement amusant. Et plus ça hurlait, et plus et meilleur c'était. Donc voilà, non, j'ai pas une œuvre lettriste comme on dit, mais et puis il y a des tableaux qui ont disparu par contre. Oui. Non, j'ai dû en faire beaucoup plus que ça. Il y a des tableaux qui ont disparu, il y a des tableaux que j'ai donnés, il y a des tableaux qui ont disparu, qui ont dû finir dans une cave. Voilà. J'étais marié à l'époque. De toute manière, je retiens quand même que cette production, tu es quand même resté dans ce groupe lettriste pas tout à fait 10 ans, 7-8 ans. 5-6 ans. Ah, c'est 62, 63, 69. Ouais, parce qu'il y a eu aussi ce spectacle à l'Arc Musée d'Art Moderne, qui a été ma première scénographie en fait. Alors, on y reviendra tout à avec des l'heure. danseuses et une grande sculpture faite de signes en papier mâché, puisque je faisais ça à l'époque. Une énorme sculpture, et je me souviens j'avais une douzaine de danseuses, évidemment, élèves des écoles. Tu te souviens de la date, ça à peu près? Et j'ai ça, parce que j'ai une photo de ça. Et je me rappelle, il y avait c'était drôle. Et donc, quand même, pour l'anecdote, j'avais fait cette énorme sculpture en fil de verre, je l'avais peint et tout. Les filles, elles jouaient au musée d'art moderne, elles s'étaient achetées des cols en neuf et tout, et ma sculpture n'était pas sèche. Donc ça finit dans une catastrophe épouvantable. Et je me souviens que ce jour-là, grâce à Roberto, il n'y avait pas le prince de Liechtenstein, mais un des notables qui était là et qui a fini avec les coussins. Ça a beaucoup volé les coussins quand même. Alors, donc, bon, tu nous dis là, scénographie, première poésie, peinture, mais aussi cinéma. Et comme tu as eu derrière une œuvre de vidéaste importante,
c'est là, à l'intérieur de ce groupe, que tu as fait tes premières armes avec des images animées, disons. Absolument, et que filmé, et que j'ai découvert aussi le cinéma de Man Ray, le cinéma de Léger, enfin... Alors là, j'aimerais, sachant que le groupe Les Tristes est probablement a joué un rôle important dans le cinéma expérimental, et aujourd'hui, des gens comme Maurice Lemaître, Isou, Gilles Volman, sont considérés comme de grands artistes dans le cinéma expérimental. Expérimental, oui, bien sûr. Est-ce que là, tu as profité de leur expérience? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as tiré d'eux? Est-ce que c'est simplement un petit bout de théorie, la liberté que te donnait justement cette théorie d'aller explorer autre chose? Ou est-ce que tu as été dans une relation d'apprentissage avec l'un ou l'autre? Je pense que ça m'a dégoûté du cinéma, ça c'était une chose. En fait, du cinéma dans sa caméra, j'aime pas tourner, hein. J'ai fait beaucoup de films, mais je n'aime pas tourner du tout. Mais par contre, j'ai découvert une espèce de liberté, parce qu'en même temps, ça m'a cultivé, tu sais, le groupe Les Tristes. J'ai découvert plein de grands artistes, j'ai découvert le cinéma expérimental, que j'ai retrouvé après d'ailleurs. Et je me rappelle ce film, on tournait chacun un film avec Roberto Altman. Je me rappelle ce film où j'ai tourné dedans, le visage peint avec des signes. Et puis, surtout, ça m'a appris, outre l'esthétique, l'art dans cette affaire, c'est-à-dire à me débrouiller, quoi. C'est-à-dire, je voulais faire un film, mais il fallait acheter de la pellicule. Je crois que c'est Roberto, d'ailleurs, qui avait plus ou moins payé la pellicule. Il y avait un monteur. Il fallait filmer. Oui, j'ai découvert le métier de l'audiovisuel là, bien entendu. Le film, hélas, je l'ai jeté il y a 20 ans. Oui, mais alors, à l'époque, tout à l'heure, tu prononçais le mot ciselant. Il y avait chez Isou, chez Volman, et surtout chez Lemaitre, qui en a fait beaucoup. Ah oui, oui, oui. Avec ce très beau titre, le film est déjà commencé. Le film est déjà commencé. Ça, je m'en veux qu'il ait trouvé un titre pareil. Formidable. C'est merveilleux, ça. Tout à fait. Mais alors, il y avait toujours cette idée de ce qu'il fallait séparer la bande-son de la bande-image, que l'image filmée n'était pas forcément à respecter, qu'on pouvait la gratter, l'effacer, la déchirer, la peindre, faire des affaires dessus. Donc il y avait énormément de liberté. Cette liberté, est-ce qu'elle t'a ouvert un petit peu, t'a libéré au fond des codes traditionnels de oui, absolument. Oui, oui, absolument, parce que quand même toutes ces expériences chez les lettristes sont quand même plus ou moins présentes, même de manière underground, au fil des années après, quoi. Si on regarde bien dans ce que j'ai fabriqué, il y a toujours un petit quelque chose. Le mot découvrir une espèce de liberté par rapport à l'expression, oui. Et si tu couples ça avec ma découverte à l'époque, grâce à un ami américain, musicien, de John Cage, pour lequel j'ai une profonde admiration, oui, liberté. Et le mot liberté est vrai. C'est exactement ça. Alors tu parles de musique, là c'est l'un des rares domaines sur lesquels les lettristes sont restés silencieux. Là, non, parce que la musique de la voix, hein, parce que la voix quand même était très présente. Moi j'ai entendu de très très beaux poèmes sonores par Spacagna à l'époque, par Roberto, La Belle Annabelle, d'ailleurs ma fille s'est appelée Annabelle à cause de ce poème d'ailleurs, Isidore Isou qui poussait des cris ou qui jouait des comédies de l'homme et d'une femme en train de se disputer à coups de phonème, Maurice Lemaître qui était assez bon dans ce domaine-là aussi. C'était la musique, oui, il y avait quand même la musique, mais pas la musique telle qu'on l'entend, quoi, qui se faisait dans cette époque-là. Alors, là, on a vu un petit peu ta participation, ta contribution à ce domaine. Oui, si tu regardes aujourd'hui, a posteriori, sachant que le groupe Lettriste étant fonctionnant un petit peu comme une secte, ces histoires ne sont pas très fiables, et les historiens du groupe Lettriste issus du groupe ont tendance à effacer les camarades qui ne... Bon, mais ta contribution... Encore la vieille tradition d'avant-garde. Tout à fait. Ta contribution, est-ce qu'elle est significative? Est-ce que c'était pour toi une période d'apprentissage? Est-ce que si demain on faisait une exposition sur le lettrisme, tu mériterais que certaines de tes œuvres soient présentes?
de manière importante ou pas? Comment vois-tu rétrospectivement cette période? Bon, moi, ça a été une période d'apprentissage, bien sûr, et de libération. J'étais coincé dans l'imitation de Paul Klee. Et ça a été une période d'apprentissage dans le sens que j'ai acquis aussi plein de connaissances sur l'art moderne de cette époque-là. Et ça a certainement changé mon regard. À part ça, être dans une exposition lettriste, c'est pas à moi de le dire, je m'en fous. Non, mais j'entends bien, mais tu ne te sens pas... Non, tu ne sens pas du tout, je ne revendique pas. Par contre, les gens m'en parlent. 30 ans après, on dit, ah, mais on a vu que tu étais dans le groupe lettriste, etc. Et là, on te regarde comme un agitateur. Donc, comme je suis parfois un peu agité, mais ça m'est arrivé à la Société des auteurs, on a découvert que tu étais dans le groupe lettriste et tout, et d'un air de dire, on comprend pourquoi de temps en temps tu es agité, quoi. Mais il y a un grand intérêt en ce moment des jeunes vers le lettrisme. Alors, bon. Mais le mot liberté, ça joue beaucoup. Oui, ça a joué ça. Alors, ce qui est étrange... Il fait plein de choses quand même. Oui, ce qui est étrange et un petit peu paradoxal, c'est que tu dis liberté, tu dis apprentissage, alors même que ce groupe fonctionnait un petit peu comme une secte totalitaire, avec des comportements qui n'étaient pas dans le groupe, tu disais tout à l'heure fascistes ou staliniens. Et puis il y a eu le soulèvement de la jeunesse, quand ça s'est politisé, enfin ça a toujours été politique, hein, mais bon, à la manière des surréalistes, qui étaient communistes bien sûr, mais avant 68, et bon, Izou avait quand même bien pété les plombs dans cette période-là, quoi. Je veux dire, il fonctionnait aussi comme une secte. Je me rappelle quand même, au bout d'un moment, des réunions où il fallait trouver une idée, sinon il fallait donner 2 francs. Très franchement, le groupe ne me plaisait pas au bout d'un moment. Je trouvais qu'il y avait, enfin bon, ça se dit pas, mais il y a des gens qui ne me plaisaient pas du tout. Par contre, il y a qui de bons amis, toi, Roberto Altman, enfin j'ai découvert, donc, tu dis, et des gens pour lesquels j'ai d'estime, Jean-Pierre Gillard, Spacagna qui est mort très jeune, mais voilà, puis quand même, ce regard esthétique, je reviens à la peinture, j'avais jamais vu ça, quoi. J'aimerais qu'on dise un mot quand même. Tu dis, il y a des gens qui ne me plaisaient pas, dont les comportements ne me plaisaient pas. Non. Alors, je sais bien que c'est pas très agréable, mais en même temps, c'est la réalité de ces groupes. Ça a été vrai du groupe surréaliste, ça a été d'autres groupes, de ces groupes très fermés, très, très ambitieux et en même temps très, très violents avec les autres. Est-ce que tu pourrais, d'un mot ou deux, décrire un petit peu ces comportements qui te choquaient? J'imagine que c'est sur un plan éthique. Oui, enfin, surtout, là, je découvre véritablement la moelle essentielle et qui, comme des bons élèves, la retraduisent d'une manière, et ceux-là sont des gens qui sont sectaires. Quand je disais tout à l'heure, pour Royaliste le roi, sont des gens qui sont sectaires. Et par contre, que je trouvais absolument nul sur le plan pictural, quand même. Oui, alors justement, tu dis absolument nul sur le plan pictural. Si tu avais aujourd'hui, sachant ce que tu connais de la peinture lettriste, qui probablement date pour l'essentiel de cette période-là, tu n'as pas dû voir beaucoup de choses depuis, ou peu, quelle serait ton évaluation? Est-ce qu'il y avait de la bonne peinture, de la mauvaise peinture, très peu de bonne peinture, beaucoup de bonne peinture? Oui, il y avait de la bonne peinture. Chez qui? Est-ce que tu pourrais peut-être un petit peu comme ça donner quelques pistes pour un spectateur qui... Je n'ai pas le souvenir, mais tu vois, par exemple, dans un style extrêmement baroque, les peintures de Spacagna étaient pour moi quelque chose dans un style baroque, je dis bien. Et c'est vrai aussi d'ailleurs, par la même occasion. Était vraiment bien. Et puis, on parle de peinture, hein, les peintures de Volman, que je connaissais moins à l'époque, et de Dufresne, qui était un excellent, un formidable poète sonore. Des gens comme ça m'ont beaucoup intéressé. Et la peinture de Roberto Altman, pour laquelle j'avais, mon cher, une grande admiration. Dans 2 styles de peinture qu'il faisait à l'époque. Une peinture beaucoup plus fermée, puisqu'on a exposé ensemble. Hein.
On l'a invité à l'exposition de chez Stadler, itinérographie. La peinture comme ça, qui ressemblait à du papier d'emballage, ça. Et puis, ces peintures-écritures de grand format que j'ai toujours trouvé extrêmement splendides. Oui, ça a été... pour moi, c'est un grand peintre. Il n'a rien développé trop derrière, je connais moins ce qu'il fait maintenant. Mais oui, c'est des peintures qui m'ont... il avait vraiment deux styles, quoi. D'ailleurs, Roberto a été mon éditeur. J'ai fait ce livre, Brûle des baies vertes, etc. Et c'est là qu'on a commencé à travailler pour le bibliophile parisien aussi. Mais c'est certainement la peinture qui m'a le plus influencé, enfin qui m'a beaucoup intéressé, quoi. Alors, tu as continué. J'aurais aimé avoir, je me souviens d'un grand triptyque chez lui dans son appartement, qu'il a vendu et racheté comme d'habitude, je pense. Il avait du mal à se séparer de ses œuvres, que j'aurais bien aimé avoir chez moi aujourd'hui. Je trouvais même ses dessins, ses gravures, extrêmement doux, vraiment très beaux, quoi. Alors, il y avait vraiment une beauté quand même dans cet arrangement dessiné. La peinture de Lemaître est vraiment pas mal, plutôt manifeste. C'est pas du tout un grand peintre, je trouve, puis bon, ça veut dire grand peintre. Mais il fait de la peinture manifeste. Oui, je crois que Lemaître c'est mon interprétation, oui, est un des initiateurs au fond de l'art conceptuel. C'est un artiste conceptuel. Le lettriste en général. Oui, mais lui était un artiste conceptuel bien avant. C'est un peu ce que tu dis quand tu dis qu'il faisait des poèmes manifestes. Enfin, mais il peignait bien, Lemaître. Il a fait des peintures qui sont très bien. Il a fait des peintures qui sont très moches, mais comme tous les artistes. Hein. Mais il a fait des peintures qui m'ont frappé, quoi. Isou aussi. Alors Isou qui peignait, je pense, au-dessus de sa baignoire, avec des pinceaux qu'il n'avait pas changé depuis 20 ans, enfin, etc. Faisait des trucs absolument épouvantables et des choses absolument magnifiques. Alors comment expliques-tu, parce que c'est quand même ça une question qu'on peut se poser, tant mieux, comment expliques-tu que chez des gens qui étaient professionnellement des peintres quand même, oui, il y avait un mouvement de peinture, oui, des peintres, il y ait, d'ailleurs c'est ce qui ressort de ce que tu viens de dire, autant de déchets que chez Isou par exemple, il y ait, je ne sais pas moi, alors, un petit pourcentage d'œuvres de grande qualité, et un gros pourcentage d'œuvres qui sont vraiment très médiocres, alors que quand on va chez les surréalistes, chez Man Ray, chez Tanguy, il y a aussi des bonnes choses et des choses moins bonnes, mais le ratio a l'air plus... ça a l'air mieux équilibré. Attends, et ça marchait mieux aussi commercialement. Les œuvres des surréalistes, moi je n'aime pas la peinture surréaliste. Je préfère vraiment la littérature surréaliste, mais parce qu'ils ont poussé le pompiérisme jusqu'au bout d'Ali. Fallait peindre pompier, quoi. Bien entendu, quoi, comme chez Cobra, fallait peindre Marne, quoi. Mais quand même, avec le recul, j'ai toujours aimé Max Ernst. Oui, Max Ernst et Paul Klee ont à voir ensemble. Oui. Et puis les délires hallucinogènes de Masson. Moi, ce sont des peintures qui quand même... Bon, Miro, il a fait de la peinture surréaliste, mais pas plus surréaliste que ça, quoi. Enfin, le geste était surréaliste. Dans sa peinture bleue 32, c'est combien de fois j'ai baisé, tu vois, enfin bon, il jouait. Du point de vue pictural, voilà, et chez le groupe lettriste, je ne vois rien. Oui, mais là... Mais alors, je n'ai pas la connaissance non plus. Non, mais tu vois, quand même, je ne sais pas, toi aussi, tu pourrais dire ton point de vue d'ailleurs, je ne vois rien, sinon, dans mes yeux, des peintures de Roberto Ardman, qui était celui quand même qui m'a le plus frappé. J'ai encore dans les yeux des peintures de Spacagna, je te dis, beaucoup plus baroque, il peignait avec des ors, de l'argent, c'était très, complètement... j'ai une vision d'une ou deux peintures de Maurice Lemaître, une ou deux visions des peintures d'Isidore Isou, dont une qui est dans ton bureau. Le reste, j'ai des peintures que je ne veux plus voir, mais qui sont quand même dans les yeux. Justement, comment expliques-tu qu'un groupe qui était de peintres n'ait
pas mis en place des mécanismes de sélection ou de contrôle qui incitent les artistes, au fond, à travailler correctement. Parce que... C'était pas leur souci. Hein. Oui, mais justement... C'était à partir du moment où tu adhérais aux règles du lettrisme, etc. Tu vois, c'est pas comme le mouvement de style, c'est ça, où il fallait que des verticales, jamais un biais ou un horizontal. Sinon, tu étais viré du groupe. C'était encore plus doctrinaire. Hein. Là, c'était du moment que tu emploies la lettre et le signe. Oui. Après, il n'y avait pas de... Oui, ou du moment que tu te soumets à l'autorité d'ISO. Oui. Dans une exposition de chez Stadler, donc j'ai encore deux groupes. On arrive au truc, on arrive toujours dans les groupes. Moi, j'étais un peu halluciné. Qui est à côté de qui? Et alors, paf, réunion au café d'en face. Retour chez Rodolphe Stadler, qui s'arrachait. Enfin, il était calme, lui. Oui. Bon, rendu là, ça n'a plus aucun intérêt. Donc, j'ai des souvenirs. Oui, j'ai dans les yeux, dans ma mémoire, donc, des peintures que je vois encore. Et que je trouve des grandes peintures, vraiment. Enfin, après, ça veut dire des grandes peintures, on s'en fout. Hein. Mais... et puis, voilà, tout un tas de trucs satellitaires, donc j'ai rien à dire. Tu as continué de peindre pendant quelques années, après avoir fait une exposition pour ne plus peindre, qui s'appelait Le Dindon de la farce, mais bon. Et alors, qu'est-ce qui, de cette expérience lettriste, t'est resté dans la peinture que tu as faite ensuite? Le sentiment de liberté qui t'a permis de faire ce que tu souhaitais, des techniques, mais dans le dernier spectacle que je viens de faire, tu as une forte présence du signe. Et j'ai une attirance. Évidemment, après, j'avais lu les livres de Barthes, enfin bon, on a découvert tout. Il y a tu ne l'as pas vu, tu n'étais pas là, mais tu le verras en film, il y a un arbre baobab qui est fait de signes. De la jubilation qu'on peut avoir de la transformation des signes. Dans le dernier spectacle que j'ai fait, qui est donc Desert Blues au musée du Quai Branly, avec ces artistes africains, les vidéos que j'ai faites, je les considérais, c'était la première fois que je fais ce décor, comme un tableau d'1h40 dans lesquels les personnages vivants s'intègrent. Et tu ne l'as pas vu, mais tu le verras au moins en vidéo. J'ai eu un fort retour de la signe et de la poésie sonore, car les Africains, chanteurs griots, emploient l'onomatopée. Et j'avais découvert que Habib Kouaté, donc le chef de ce groupe, se lançait dans ces onomatopées, ce que font naturellement. Oui, l'improvisation. Dans le théâtre africain, etc. Et il m'a fait une chose spécialement pour moi. Et ça, sur la scène. C'était un poème sonore tel que je les aime. D'ailleurs, maintenant qu'on va faire l'opéra à Nice, on va refaire. C'est une manière de parler à l'arbre magique. Alors, il y avait dans le groupe lettriste, enfin chez Isou au moins, cette idée, ce mot qui revenait en permanence, le mot de création. Créateur, création. Et on était un grand créateur, si on était lettriste. Si on était lettriste, mais on était un grand créateur, ou alors on était un stalinien néofasciste. Oh, bah, bien entendu. En gros. Est-ce que cette notion de création, qui était au cœur de la pensée d'Isou, de ce classement des auteurs, est-ce que c'est quelque chose qui te, a posteriori, aujourd'hui, te paraît absurde? Est-ce que ça te paraît pertinent? Est-ce que ça te paraît... Ah non, plutôt pertinent. Enfin, moi, ça a continué à m'habiter parce que de toute façon, on se pose toujours les problèmes de la création. Alors après, tu as le rapport à l'histoire de l'art, à ce qui se passe en ce moment, les références, les critiques d'art, tout ça, bon, voilà. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus intime. Encore une fois, ce groupe lettriste, dans lequel, en fait, je suis tombé par hasard. En fait, je remercie vraiment parce que j'ai vraiment découvert, était multimédia. Et créer, même si tu n'étais pas un créateur, tu te posais des questions de création et tu, sans contrainte, c'est-à-dire quand même dans un costume théorique,
de la théorie d'Izou, des théories, enfin, de ce qu'il oui, mais qui, semble-t-il, à t'écouter, n'était en fait pas très contraignant. Dès lors, qu'on disait, comme tu parlais tout à l'heure, est-ce que ça a été catégorisé par valeur et tout? Non. On exposait tous ensemble. Chacun pensait que, je pense que la peinture de haute était de la merde, je sais pas. Mais c'était absolument cohérent. Il n'y avait aucun problème là-dessus, quoi. Et je me rappelle d'aucune discussion sur la peinture même de chacun. Oui, sur la qualité. Jamais j'ai entendu. Jamais. Mais bon, peut-être pas été assez, mais, non, mais jamais, sur la qualité. Oui, jamais on disait, bah, écoute, ton tableau, on faisait la peinture hypergraphique. Est-ce que tu parles d'hypergraphie? Il y avait dans le mouvement lettriste un genre qui était très très peu exploité, sinon par Gabriel Pomeranz, sinon enfin par quelqu'un, c'est celui du roman hypergraphique qui consistait en fait à écrire des romans avec des dessins, des images, des signes, plutôt qu'avec des textes. Aussi, hein. Alors justement, as-tu fait ça? Oui, bien sûr, j'ai fait Brûle les mets vertes, ou blanche, je ne me rappelle plus, verte, qui est un livre qu'a publié, j'ai encore quelques exemplaires, et tu dois en avoir un, qu'a publié Roberto, bien sûr. Et tu avais une forte impression d'écrire. Alors, tu peux d'écrire et nous raconter un peu cela, parce que c'est une des choses les moins connues. Mais je ne sais pas comment on peut raconter l'écriture, Bernard, parce que il y avait un récit. C'était un livre, c'était vraiment un livre. Mais pas un livre d'artiste comme on a fait, un tirage limité. On voit que là, le tirage était limité aussi. Un livre imprimé, je n'en revenais pas, un livre imprimé, tu vois. Où j'écris et illustrer mes écritures. Mais ce ne sont que des dessins. J'aime bien d'ailleurs ce truc. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand on va sur ton blog et qu'on regarde ce que tu fais aujourd'hui, quand tu prépares un spectacle, quand tu prépares une vidéo, tu es dans cette logique du mélange permanent d'images et de textes. Absolument. Et tu fais probablement spontanément. Absolument. Sans te dire ce que le roman hypergraphique, mais tu fais... Et c'est quand j'ai fait Vidéo Perrette, qui a été mon plus gros spectacle à une époque, mes storyboards. Non, mais attends, mes storyboards, c'est un mélange d'écriture. Tu vois, je fais beaucoup de dessins à l'heure actuelle, parce que j'ai besoin de sortir de l'informatique et d'explorer autre chose, ou de me défouler. Je ne fais jamais maintenant sur des feuilles vierges d'abord, ça commence là. Et ensuite, je ne peux pas faire un dessin sans qu'il y ait d'écriture dedans. Ne serait-ce que d'écrire le titre, c'est-à-dire qu'il devient, Magritte, ceci n'est pas une pipe, il a lancé toute l'affaire, mais ou de mettre des textes dedans, ou des écritures, ou des réflexions même. Ah, ce tableau, je le trouve, voilà, ou tout ça, ça vient. C'est marrant parce que tu es en train de me faire dire qu'aujourd'hui, en 2007, en fait, c'est intéressant quand même, tout d'un coup, de découvrir dans cette conversation que cette période de lettrisme, alors que j'avais 19 ans, à peine 20 ans, couplée avec le travail que je faisais à l'opéra dans un atelier où je collais les papiers, mais j'ai très bien connu l'opéra à cette époque-là, qui était beaucoup agité par Maurice Béjart, et tout, et les machineries incroyables. Je n'ai fait que ça. J'ai pas fait une carrière de peintre. D'ailleurs, j'ai fait une exposition il y a quelques années, et je crois que j'en ferai pas. Je voudrais, dans une galerie, parce que j'ai tout d'un coup eu le traumatisme qu'on pouvait acheter les choses intimes que je fais. Donc, bon, ça c'était pas très réussi. J'ai une exposition institutionnelle, oui. Mais la présence des deux. Donc, j'ai toujours théâtraliser l'image, etc. Et dans cette image, il y a toujours la présence de l'écriture, du signe, ça c'est vrai. Et j'ai continué à m'intéresser au signe après, quoi. Vraiment, à tous les idéogrammes, tout m'a intéressé énormément, quoi. C'est marrant, oui, bien sûr. Je peux dire quoi, ça. Tu es tombé juste sur une espèce d'apprentissage, libération, acquérir des connaissances en plus sur les autres, quoi. Alors c'est assez... ce que tu dis est assez intéressant. C'est pas le premier interview. Oui, j'ai l'impression que tu es l'un des rares membres du groupe à avoir vécu ce passage dans le groupe comme un moment d'apprentissage a posteriori. Beaucoup l'ont vécu comme quelque chose de douloureux parce qu'ils ont été en réalité chassés du groupe et sont trouvés
éloigné. Il voulait être peintre, il voulait être artiste, lettriste. Qu'est-ce qu'un artiste? Un artiste, surtout peintre, il peint, il vend, il est dans les musées, il est promotionné, il fait partie d'un groupe. Et moi, j'ai fait tout à fait autre chose. Attends, je suis parti. J'ai fait autre chose. Est-ce que tu as eu du mal en partant à faire autre chose? Parce que beaucoup se sont trouvés coupés d'absolument tout contact. Oui, ça n'a pas été ton cas, toi, parce qu'avec Stadler, tu avais de bonnes relations. Oui. Galeriste, Stadler, il faut dire. Oui, et tout d'un coup, je me suis mis à faire des environnements avec des sculptures faites à base de cire, en papier mâché, une énorme forêt hypergraphique, si j'ose dire, que j'ai montée dans cette galerie. Même les performances à l'époque que j'ai pu y faire, on jouait dans aucun. Alors justement, ce serait peut-être intéressant, c'est que tu nous racontes comment, parce que ça c'est assez original. Comme je le disais à l'instant, la plupart des lettristes, quand ils ont quitté le groupe, se sont trouvés totalement isolés, sans contact avec personne, puisque c'était le groupe qui organisait. C'était Iso qui avait les contacts, c'était Iso qui négociait. Bon. Toi, tu as conservé, et ça t'a permis de poursuivre ta carrière, une relation avec l'un des galeristes qui... Rodolphe Stadler, qui fait beaucoup de bêtises. Qui était rue de Seine. Alors, comment s'est construite cette relation un peu particulière que tu es quasiment le seul à avoir eue avec lui? Oui, bien sûr, mais et ça continue à l'heure actuelle. D'abord, j'ai jamais vraiment été enfermé dans le groupe. Je ne me sentais pas peintre hypergraphique, lettriste. Dans le groupe, pour moi, j'avais des amis du groupe, et ça a été particulier avec Roberto Altman et avec toi, surtout. Et c'est avec eux, j'étais plus qu'avec le groupe. Au bout d'un moment, les réunions, moi, je ne pouvais plus y aller. Quoi. Au début, c'est marrant, c'est intéressant sur le comportement. Donc, voilà, mais ce que m'a appris aussi, parce que j'étais un gamin, j'arrivais à Paris, ce groupe, le fait d'avoir été dans ce groupe, de Parisou lui-même, c'est à me démerder. Il disait, tu veux tourner un film? Il dit, mais il faut téléphoner. Enfin, tu vois, lui demandait, je sais pas quoi, au Rothschild, ou je sais pas quoi, ou j'avais lu son livre quand Yves Le Vieux était édité chez Gallimard, pratiquement en insultant Gallimard, ou en faisant le ciel. Puis on a commencé à faire ce spectacle au Musée d'Art Moderne pour monter les choses, et ça a continué. Qu'est-ce que j'ai fait par Rodolphe Stadler pour la première exposition en 71, où j'avais invité Roberto et qui s'appelait Itinérographie? J'avais fait une maquette, comme j'avais pu, dans une boîte à chaussures, et je suis allé voir Stadler avec la maquette. Et Stadler a regardé ça, et je lui ai raconté tout avec les lumières qu'il y avait à l'environnement, et il a dit oui. En ajoutant, ne parle pas trop Michel, tu me fais mal à la tête. Et il m'a laissé la galerie libre. Et 2 ans après, il m'a laissé la galerie libre. Et 2 ans après encore, il m'a laissé faire une performance libre. Totalement libre, sachant qu'il ne vendrait rien. C'est-à-dire, était grand sur ce côté-là, très comme ça, et il m'a laissé faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est là que m'est venu, en sortant de ça, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Le théâtre est très présent chez moi, quoi. Faut faire des objets de communication, et c'est là qu'a commencé, que je passe après au storyboard, pour avoir de l'argent pour faire des films ou faire des spectacles, etc. C'est tout naturel, j'enseigne. Stadler t'a acheté des œuvres? Non, il a fait vendre une œuvre, mais non. Non, il n'a pas... Je pense que j'avais que des trucs inachetables. D'ailleurs, toutes les sculptures de cette époque-là ont disparu. Est-ce que Stadler, c'est une autre question qui, je crois, quand on regarde le marché de l'art et on parle des environnements, est une question de fond. C'est quand même un marché. C'est-à-dire qu'avec des œuvres qui s'achètent et qui se vendent. Et quand on voit un certain nombre d'œuvres, que ce soit les environnements de cristaux, que ce soit ce que tu faisais ou d'autres, c'est invendable. Bon. Et pourtant, il faut quand même bien que les artistes vivent, que les galeristes vivent, que les collectionneurs dépensent leur argent. Est-ce que quelqu'un comme Stadler, un jour ou l'autre, a eu avec toi une conversation qui portait sur comment faire pour fabriquer des œuvres que je puisse vendre? Non, absolument pas.
parce que je devais faire partie dans cette galerie, dans une expo très très expérimentale. Je devais faire partie des expériences qui se permettaient une fois de temps en temps. Et qui faisait ça indépendamment de son altruisme? Non, mais il me donnait la clé de la galerie et il partait dans sa maison à Saint-Tropez et il découvrait que la galerie était peinte en noir, y compris les vitres. En rentrant, il ne trouvait plus son bureau, mais voilà, il a essayé de faire 2 à 3 expériences. Et en 1980, quand j'ai fait le plein de plumes, j'avais dessiné une série. Il faut préciser que le plein de plumes, c'est une vidéo. Hein. C'est une œuvre vidéo, donc c'était la première œuvre vidéo d'installation. J'avais fait une série de dessins de plein d'idées et d'autres qu'il a exposé en même temps. Moi, je pensais comme ça, dans le fond, dans le modèle de Christo. Au fond, on va m'acheter mes dessins, ce qui va me permettre, c'est ce que fait Christo, de monter après d'autres choses. Ça n'a pas du tout été le cas. Non, mais ça vient, je veux dire, c'est un sens commercial, c'est-à-dire qu'on fait une œuvre qui attire et on vend les dessins autour. Oui, mais c'est là aussi, moi, tu sais, j'ai un problème avec les objets. Quand la peinture est terminée, quand l'objet est terminé, je ne sais pas que ça devient l'objet. Je ne sais pas vendre après. Je sais aller chercher de l'argent ou créer du désir pour faire quelque chose. Oui, ce qui t'amène au spectacle. Mais après, pourquoi je fais du spectacle? Oui, ce qui t'amène au spectacle. Donc après, je m'en fous, quoi. Ou alors, je fais des peintures. À l'heure actuelle, j'ai quand même pas mal de choses. Peinture, on appelle ça comme on veut. J'ai quand même un grand fond mais c'est pour des rapports plus intimes, de collectionneurs plus intimes. Mais encore une fois, moi, une fois que l'objet est fait, j'ai plus de... Et donc, je ne sais pas, donc je ne pouvais pas être peintre. Je ne peux pas être peintre. Non, mais peintre, socialement peintre. Je suis réalisateur, quoi. Voilà. Et alors, ce que tu dis là est assez étrange, c'est que tu nous dis au fond ce qui m'a amené à faire du théâtre, de la vidéo, plutôt que de la peinture, c'est ma relation à l'argent, à la manière de gagner de l'argent. Je suis capable de monter un projet, de trouver des financeurs, d'être producteur, et donc du coup je fais des œuvres que l'on produit, bien sûr. Plutôt que d'être capable. Et je suis moins capable de faire des objets que je vais mettre dans une galerie où là, un galeriste saura les vendre ou pas. Et puis il y a une autre raison à ça aussi, j'aime beaucoup le travail en groupe, j'aime pas la solitude d'un atelier. Si, j'en ai un à l'heure actuelle, petit appart, atelier où je fais les conceptions et tout, etc. Mais j'aime beaucoup le travail avec plusieurs corps de métier en même temps. Tu diras, ça peut arriver quand tu es malade. Mais c'est surtout la relation marchande. Je ne fonctionne pas. Est-ce que ça, cette expérience Sauf si je connais bien les gens. Oui, cette expérience de travail de groupe, tu l'as eu au sein du groupe Lettrip. C'était un groupe qui pouvait concevoir qu'il y ait des œuvres collectives. Non, si, ça m'a amené une chose, c'est que quand tu veux être artiste, tu arrives de tes beaux-arts, tu arrives de ta province, tu as des modèles dans la tête, etc. Même la solitude de Modigliani ou de Soutine te plaît beaucoup, tu as envie de souffrir, quoi, de mourir, d'alcool, etc., etc. Tu es romantique, quoi. Mais tu es tout seul, je n'aime pas. Et d'avoir rencontré le groupe Lettrip par ce hasard incroyable de Barrault m'a amené, oui, une sociabilité du groupe, quoi. Et même dans un groupe, la contrariété, tout ça fait partie du système. Mais le travail mais je ne resterai jamais dans un groupe à théorie, et je n'en ferais même pas moi-même si j'avais quelconque théorie. Oui, mais à l'intérieur même du groupe Lettrip, jamais de travail collectif. Non, je n'ai aucun souvenir. Entre deux individus, je dis avec Roberto, mais on crée son œuvre et puis on expose avec les autres. Mais on crée son œuvre. Et si on pouvait exposer tout seul, ça serait encore mieux. Oui, ce que les lettristes c'est très rare. N'ont jamais fait. Mais non. Et ce qui... Non, il y a le lettrisme, t'es pas... Est-ce que... On terminera peut-être là-dessus, parce qu'on n'entend pas. Est-ce que tu as l'impression justement que le fait d'avoir fait exclusivement des œuvres de groupe
explique pour partie la nature de la peinture lettriste. Est-ce que s'il y avait eu opportunité ou possibilité de faire des expositions individuelles, la peinture aurait été différente? Ou il y aurait eu des artistes plus, oui, je pense. Plus forts? Oui, bien sûr, comme les surréalistes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que quand tu es tout seul à exposer, tu es tout nu. Et alors là, on commence à regarder ton style, ta continuité, ton évolution. Ah ouais, celle-là. Quand c'est le groupe lettriste, une entité, t'es un parmi les autres, on dit oh, on préfère ça que ça, etc. Mais tu n'existes pas en tant qu'individu. Et c'est marrant, ils n'ont pas fait beaucoup, enfin, non, pas bien. Ils jouent un petit peu à la fin. Le maître aussi, le maître en fait un petit peu, mais très très peu. Enfin bon, c'est vraiment minimaliste. Hein. On n'a pas entendu beaucoup parler, quoi. Mais voilà, donc oui, groupe lettriste, super énergie, il y a de la continuité, quoi. Donc, je vais poser une question là, un petit peu. Bon, profites-en. Quand, quelques mois ou quelques années après ta mort, un musée voudra faire une exposition rétrospective et qu'il y aura 6, 7, 8 salles, quelle part faudra-t-il donner, devra-t-il donner ou devrait-il donner à ta période lettriste? Mais Bernard, je m'en cogne. Mais totalement. Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de poncif? Non, on va faire des expos rétrospectives avant que je meure. Bien entendu, je vais en profiter, merde, quoi. Et puis, sur la partie lettriste, mon cher, t'es mon unique collectionneur, là aussi. Et encore, il y a des choses chez moi. Non, si je te pose cette question, c'est un peu taquin, mais c'est parce que... Ça, tu n'as pas manqué. Il y a eu, il y a 2 ans, une splendide exposition de Gilles Wellman, oui, dont tu parlais tout à l'heure, où on découvrait un artiste qu'on ignorait et où on voyait une continuité dans son œuvre qu'on ne devinait pas lorsque l'on voyait, ses participations à des expositions à gauche et à droite. Je comprends tout à fait. C'est dans ce sens-là que je pose la question. Non, mais ça se peut. Mais avoue que là, c'est le boulot des autres. C'est le boulot du conservateur. Oui, du conservateur, du commissaire, c'est leur boulot, du critique d'art, du je sais pas quoi. Là, c'est vraiment leur boulot. Ouais, c'est intéressant, mais ça ne me concerne pas, quoi, toi. M'en fous, quoi. Ce que je propose, c'est qu'on arrête peut-être là sur ce ça ne Ah, me concerne je pas. m'en fous. Merci Bernard.